J'ai vraiment beaucoup de choses rares. Bon, alors je viens ici chez Cleaver Firearms depuis environ 13-14 ans, je crois. Et la toute première fois que je suis venu ici, j'ai vu la salle Colt de Tony, qui était la plus grande collection au monde, je crois. Et elle est bien plus grande maintenant. Donc il y a une énorme quantité d'histoire dans cette pièce ici. Alors Tony collectionne les armes à feu Colt, tout ce qui est d'avant 1900. Lequel est l'un de vos préférés ici? Pour les armes, ce sont toutes mes préférées. Même les reliques déterrées, je les aime toutes. Je dois être sûr à au moins 80% que ces armes sont arrivées dans ce pays pendant la période coloniale, confirmer qu'elles ont une histoire australienne. Sinon, je les vends. Et vous savez, quand je jette un coup d'œil tout autour de moi, ici, je me dis que ces armes ont véritablement forgé cette nation et j'en suis vraiment satisfait. Les Colt étaient le revolver le plus couramment utilisé dans ce pays, à l'époque de nos temps coloniaux. Alors, c'est un peu comme demander quel est votre enfant préféré. Exactement. Ouais, alors parmi ceux qui m'ont marqué, le film Ned Kelly. Je l'ai vu, oui. Ned Kelly était un jeune bandit du bush, un homme au caractère indomptable et à l'esprit libre. Originaire de la région de Victoria, il parcourait les terres avec son frère, le jeune Dan. Et je crois que ce fusil que vous avez en bas est celui qui a été utilisé dans le film. C'est bien ça? C'est exactement ça. Encore une fois, c'est l'arme de cinéma que j'ai louée pour ce film. Et c'est précisément celle que Heath Ledger tient sur son épaule sur cette fameuse affiche de film. Et cette arme est du même calibre et pratiquement des mêmes dimensions que l'arme que Ned Kelly utilisait quand il a été attrapé à Glenrowan. Son canon était un peu plus court que ça, mais les Kelly coupaient leur canon pour ne pas perdre l'équilibre lors d'un conflit armé et pouvoir tirer d'une seule main. Ils devaient le faire à cause de l'armure qu'ils portaient. D'accord, donc je ne savais pas à Dao, il devait tirer à une main. C'est très intéressant. Et je crois que vous avez aussi le vrai pistolet de la sœur de Ned Kelly, n'est-ce pas, le pistolet? Exact, c'est bien le pistolet. Et il appartenait à Grace Kelly, la sœur cadette de Ned Kelly. En fait, ce n'est pas un Colt, mais un Allen Pepperbox. Et elle avait 15 ans quand ils ont pendu son frère. Et c'était une cavalière absolument fantastique. La police montée à cette époque avait énormément de mal à les appréhender, elle et sa sœur Kate, si tant est qu'ils y parvenaient, n'est-ce pas? Oui, cette arme-là appartenait à Steve Hart, un membre du célèbre gang Kelly. Cette arme était, semble-t-il, à l'intérieur de l'hôtel Glenrowan, tirant sur les policiers. Cette arme avait été attribuée au poste de police de Beechworth. C'était le poste responsable de la traque des Kelly, donc il les aurait très probablement poursuivis. Alors, vous avez également quelques pièces vraiment magnifiques ici. Je crois qu'il y a des Tiffany Colts. Ouais, j'en ai quelques-uns de chez Tiffany ici. Ce pistolet-là est entièrement orné par les joailliers Tiffany & Co. de New York. C'est une poignée Tiffany, n'est-ce pas? Si vous vous promeniez avec ça dans un étui à l'époque, vous affichiez votre richesse, comme porter une montre Rolex à l'époque, car les gens savaient que vous étiez riche. Alors, un Tiffany Colt, est-ce que ce serait toujours une commande personnalisée? Oui, c'est plus que probable. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je crois que c'était une commande personnalisée. Ce sont vraiment de véritables œuvres d'art, certaines aussi. Oui. Certaines d'entre elles sont assez simples pour d'autres. Les gens y mettent énormément d'efforts et beaucoup de travail. J'ai là-bas 2 Colt Walker. Ce sont des pièces d'une très grande rareté. Colt a produit 1100 de ces armes de ce modèle spécifique et il n'en reste qu'environ 200, je crois, dans le monde entier aujourd'hui que l'on a pu retrouver. Nous sommes donc très chanceux d'en posséder 2 car elles sont extrêmement rares. Or, Colt avait une usine à Londres qu'il a ouverte en 1853 et fermée en 1857. Il ne l'a ouvert apparemment que dans le but d'obtenir les contrats du gouvernement britannique. Les Anglais n'achetaient que des produits fabriqués au Royaume-Uni. Oui, il leur a vendu des armes pour la guerre de Crimée et puis en 1857, il l'a fermée. Et comme il voyait la guerre de sécession arriver, il a rapatrié une grande partie de ses machines aux États-Unis et en a vendu un peu aux Anglais. Tous ces revolvers ici sont des Navy de 1851. Colt a produit environ 215 000 exemplaires de ce modèle. Nous avons pas mal de variations différentes avec des poignées et des éléments distincts. Il y a beaucoup d'histoires dans certains d'entre eux. Cette arme a été découverte il y a de nombreuses années, cachée dans la toiture de l'ancien et tout premier poste de police de Barcaldine, et c'est précisément là que le Parti travailliste australien a vu le jour. On peut y voir les initiales EM gravées sur le côté. Si cela appartenait à un tondeur du nom d'Edward Murphy, d'après les recherches que j'ai effectuées, il a été emprisonné pendant 3 ans pour conspiration, tandis que son frère a été incarcéré pendant 15 ans pour incendie volontaire. Et ils sont à l'origine de la création de l'ALP, alors je vous laisse vous faire votre propre opinion.
Toutes ces armes dans cette armoire ici ont été remises à la police australienne, n'est-ce pas? Principalement aux polices de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, parce que c'est là que se trouvait la majorité de la population à cette époque. Ça s'appelle un cop and tug, n'est-ce pas, à cause de l'embellissement sur la poignée, n'est-ce pas? On y voit un policier et un criminel. Le fabricant n'en a fait qu'environ 4000, je crois, de mémoire. C'est rare en Amérique, mais c'est super rare en Australie. Juste des choses avec lesquelles j'ai été en quelque sorte béni, que j'ai pu trouver et découvrir. Alors, la plupart de ces armes ici, vous vous souvenez d'où vous les avez eues? Oui, pour beaucoup d'entre elles. Et je prends des notes à leur sujet et certaines de ces notes sont au dos des cartes et c'est ça. J'ai effectué des recherches approfondies, n'est-ce pas, aussi loin que mes investigations pouvaient s'étendre sur tous les étalons qui sont arrivés en Australie, très loin dans les années 1800 et dont on a pu retrouver la trace. Ces livres ici, n'est-ce pas, eh bien, ce sont tous les modèles de Colt que nous avons pu rassembler. Les vieux Colt London Pockets, les revolvers Colt, les fabrications londoniennes, les conversions Colt, les armées et Dragoons de 1860. C'était un gros travail de recherche, mais j'étais content de l'avoir fait parce que je peux y revenir et si j'ai un nouveau poulain, je peux m'y référer et voir depuis combien de temps il est ici. Peut-être qu'il y a une note dans l'un des livres que nous avons consulté pour le faire, hein. Donc, et tout a été fait pratiquement manuellement. Ouais, hein? Oui, donc... t'as vraiment consacré énormément d'heures à ça. C'est une certitude. Oui, Mais d'autre part, quand c'est une passion et que t'adores la faire, alors... Ah oui, bien sûr. J'apprécie particulièrement les objets un peu insolites, les pièces vraiment rares, et puis tout ce qui est ancien, vous savez. Oui, c'est une collection fascinante. Alors, combien de temps cela vous a-t-il pris pour collectionner tout ce que vous avez ici? Oh, depuis plus de 40 ans. J'ai toujours collectionné différentes choses dans ma vie et dès que j'étais un jeune gars, vous savez, à l'adolescence, je collectionnais des écrous et des boulons et... Alors, vous vous souvenez quand vous avez décidé pour la première fois de commencer à collectionner spécifiquement des armes à feu Colt? J'ai commencé à les mettre de côté pour notre prévoyance vieillesse, et ma femme et moi avons eu une conversation. Elle a dit, écoute, tu ne vends pas ces armes, et je n'en avais que 2 ou 3 là, ou quoi que ce soit, et j'ai répondu, eh bien, je les mets de côté pour... notre retraite et si jamais on veut voyager quand on prendra notre retraite, les Colts prennent toujours de la valeur et on pourra juste vendre un Colt ou 2 et passer du bon temps. Et elle a dit, oh oui, au fil des ans, j'en ai accumulé, je ne sais pas, une vingtaine et je me suis dit, eh bien je vais vendre tous les modèles américains et me concentrer uniquement sur les Australiens. Je me suis dit que je le ferais pour l'Australie. Et quand je serai mort, mes garçons continueront cette collection et ensuite mes petits-fils prendront le relais. Donc au final, ma femme et moi aurons laissé quelque chose que l'Australie pourra apprécier pour toujours. Parce que comme je l'ai déjà dit, ces armes ont forgé cette nation et nous sommes tous présents ici aujourd'hui grâce à elles, vous savez. Ici, nous allons reparler des Colt Navy, n'est-ce pas? Quand Colt a développé ce modèle pour la première fois, il les a fabriqués avec un pontet à dos carré. Vous remarquerez que l'arrière du pontet descend verticalement plutôt qu'un pontet rond comme ceci. Alors, les dos carrés sont plutôt rares, n'est-ce pas? Et ils sont extrêmement rares dans ce pays. J'en ai 21 dans cette vitrine et les autres collectionneurs m'en veulent parce qu'ils n'arrivent pas à en avoir un, hein? Mais ils semblent juste continuer à apparaître. Ce pistolet là-bas est un Colt Navy numéro de série 8, c'est donc le 8e sorti de la chaîne de production. Et j'ai toute son histoire. Ce pistolet a été utilisé pour abattre un bandit de brousse dans les années 1850. C'était la propriété d'un mineur d'or de l'époque victorienne. Et j'ai reçu de très très bonnes offres pour cet objet, mais il ne partira pas d'ici. Et vous avez ici des découvertes vraiment très intéressantes qui ont probablement été mises au jour à un moment donné, quelque part. Toutes ces armes ici sont des reliques. Moi, je les appelle des reliques. Celle-là était sous un poteau dans un enclos à bétail, là-haut, dans le Queensland central. Les termites ont eu raison du poteau et quand ils l'ont retiré, ils ont trouvé ça. Pourquoi lui, il était là en bas, on ne le saura jamais. Mais celui-là a été trouvé en train de pousser dans la fourche d'un arbre, là-haut, au cap. L'arbre avait carrément poussé autour du pistolet. Ce sont les poignées d'origine de ce pistolet. Celui-ci est sorti de la berge d'un ruisseau entre Ballarat et Bendigo. Quelqu'un a fabriqué des plaquettes synthétiques pour ça et a aussi mis un faux levier de chargement dessus, mais je l'ai acheté tel quel. Ils l'ont fait pour que l'on sache qu'elles sont fausses et ils ont fait du bon travail.
Mais quand on regarde l'état de cette arme avec son canon complètement éclaté, il n'y a absolument aucune balle dans le barillet et il est resté bloqué en position de demi-armement. On dirait que ce pauvre gars essayait de le charger au moment où il l'a laissé tomber. Quel passé ici dans cette pièce, c'est une quantité absolument énorme, n'est-ce pas? C'est juste incroyable. C'est une vieille arme de la police de Nouvelle-Galles du Sud qui a été déterrée dans le lit d'un ruisseau. Hein. Et la plupart d'entre elles ont été sablées pour que le mécanisme fonctionne correctement. Et mais oui, j'adore toutes ces choses-là. Hein. Ouais, eh bien c'est vraiment fascinant, c'est certain. Surtout quand on repense qu'il y a seulement quelques centaines d'années, c'était encore activement utilisé dans différentes parties de ce pays, que ce soit pour l'autodéfense ou pour les forces de l'ordre. C'est plutôt impressionnant. Y a-t-il d'autres fusils à barillet spéciaux que vous avez Eh bien, ce fusil à barillet, celui qui est au milieu, tout en haut là, avec son grand pontet, apparemment le gouvernement britannique en a commandé 3 exemplaires pour l'expédition antarctique, afin que les explorateurs puissent chasser des phoques pour nourrir les chiens de traîneau. Or, comme le poids était un facteur primordial sur le traîneau à chiens, ils ont opté pour le modèle à canon plus court. Et il est équipé d'un grand pontet, bien sûr, pour les gants. C'est le seul que je connaisse qui ait survécu sur les 3, mais j'ai toujours cette idée derrière la tête que quand toute la glace sera fondue, je pourrais y faire un tour et voir si je peux retrouver les 2 autres. Et là-haut, c'est un fusil Colt Patterson à levier annulaire, n'est-ce pas? Et vous tirez l'anneau frontal vers le bas, ce qui actionne un levier à l'intérieur qui fait tourner le barillet et arme le chien interne. C'est le seul exemplaire de ce modèle dans tout le pays, je crois bien. Hein? Ces mousquets là-haut sont des mousquets Colt de la guerre de sécession. Ils ne sont pas rares aux États-Unis, mais en Australie, ils le sont. Et j'ai eu la chance d'en acquérir 2 exemplaires. Les 2 proviennent de différentes ventes aux enchères, à des moments différents de ma vie. Mais oui, j'en ai toujours voulu un et je n'en ai jamais trouvé. Mais oui, les choses arrivent trop vite. Alors, le plus ancien que vous ayez, c'est bien celui que vous avez vendu plutôt avec le premier numéro de série ou le numéro de série ou dans la marine? Oui, je vois. Oui, c'est ça. Les plus anciens que nous ayons, ce sont les Colt Patterson de 1837, là-bas. 1837, d'accord, je vois. Donc on s'approche des 200 ans pour celui-ci. Regardez ce livre là-bas, il s'intitule « Roi et château de verre » et en fait, il raconte l'histoire d'une famille de pionniers, les Durack. Dans les années 1800, ils ont fait traverser le pays à 7500 têtes de bétail du Queensland du Nord jusqu'à l'Australie occidentale dans les Kimberleys. Un jour, en feuilletant un autre livre ici, j'ai vu une photo de ce Colt et je me suis dit, c'est une belle arme. J'ai lu l'histoire, c'était l'arme que les Durack avaient emportée avec eux lors de leur transhumance. Il y avait le numéro de série et je me suis dit, ça me dit quelque chose. Alors j'ai cherché et j'avais l'arme sans le savoir. Et c'est cette arme-là, c'est une photocopie tirée du livre. Ah, ça c'était une sacrée bonne journée pour toi. J'ai marché sur la pointe des pieds toute la journée après ça. C'est vraiment merveilleux ce qui peut surgir comme ça, tu sais? Ouais. Je vais vous montrer une arme ici que j'ai achetée récemment. Alors, ça c'est un Colt Beasley, fabriqué en 1896. Et regardez un peu l'état de cette arme. Oui, elle est presque neuve. Oh oui, elle est à 95%. Et il est dans un état absolument magnifique. Je n'arrivais vraiment pas à y croire. Hein? Et on a tellement de chance de pouvoir trouver des choses comme ça. Hein? J'ai payé beaucoup d'argent pour ça, mais ça en vaut la peine. On ne trouve tout simplement pas des choses dans cet état. Oui, à 130 ans, à être presque neuf, c'est fou. Vous croyez qu'il a été utilisé du tout? Oh, peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez, j'ai une pile là-bas. J'ai un petit nickel Lightning ici que je pense n'a jamais été tiré, mais peut-être que oui. On ne peut pas vraiment dire parce qu'on ne possédait pas l'objet à l'époque. Donc on ne peut pas être sûr à 100% de quoi que ce soit, à moins d'y avoir été soi-même. Et même là, on n'est pas toujours complètement sûr de tout. J'ai quelques armes en très bon état, tu sais, oui. C'est bien le Colt Single Action Army, n'est-ce pas, celui dont on parle? Dans un état remarquable, fabriqué en 1874. Il a encore de légères marques d'inspecteur sur les poignets. Colt n'a aucune trace de cette arme, car je leur ai envoyé le numéro de série et je ne sais pas comment il est resté dans cet état et a fini en Australie. Qui sait? Il y a le tout premier revolver de calibre .357 que la marque Colt a fabriqué, n'est-ce pas? C'est un modèle à simple action. Vous voyez le numéro de série, c'est un .357. Ce modèle est un Colt Open Top, c'est le prédécesseur du Single Action Army. C'est une très belle arme.
Alors, j'ai mis la main sur celui-là il y a environ 3 mois lors d'une vente aux enchères à Victoria avec son barillet d'origine. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais trouvé, et je l'ai eu pour très très peu cher. L'expert de la vente aux enchères ne savait évidemment pas ce que c'était. Mais bon, je l'ai eu et il est ici maintenant et c'est une vieille arme australienne, il restera ici pour toujours. On a ici un Colt Single Action en 3 cavaliers Early. Or, Colt n'a jamais fabriqué que 4 armes dans ce calibre. C'est le seul que je connaisse qui soit apparu dans le monde. Ce pistolet se trouve ici à Brisbane, en Australie depuis l'année 1892, car il possède sa lettre d'usine d'origine. Incroyable. Ouais, j'ai en ma possession ici 2 numéros de série qui sont parfaitement consécutifs, vous savez. Ce qui est très rare pour les single action. J'ai un autre ensemble ici quelque part, ces deux-là tout en bas, d'accord? Et je les ai achetés à environ 15 ans d'intervalle, tous les deux au Queensland. J'en ai 2 autres ici, n'est-ce pas? Ce sont celui-ci et celui-là. Ils ont tous les deux 2 options spéciales sur commande. Ils ont 30 numéros de série d'écart. Ils sont tous deux arrivés en Australie sur le même bateau, Et ils étaient équipés de viseurs spéciaux et de détente de 4 livres et demi. J'ai beaucoup d'objets rares. Vous savez, le prochain modèle dont nous allons parler est le 1860 Army. Quand ils ont développé ce modèle pour la première fois, ils ont sorti ce que nous appelons un barillet cannelé et ensuite il est passé à un barillet rond, probablement pour des raisons d'économie, n'est-ce pas? Mais Colt était connu pour ne jamais rien jeter. Toutes ces armes sont classées par numéro de série, n'est-ce pas? Et puis vous remarquerez qu'on a des barillets ronds, là. Et ensuite, ils ont trouvé un barillet cannelé. Alors ils l'ont mis dans l'arme. Et ça, c'est le numéro de série 61 000, n'est-ce pas? Ensuite, nous examinons d'autres numéros de série, des chiffres ronds, et puis on en a trouvé un autre qui monte à 89 000. Il traînait probablement derrière un banc ou quelque chose, et on s'est dit, oh oui, on va en faire une arme, comme ça arrive souvent dans une armée. Mais ils ont tous été fabriqués pendant la guerre de sécession. Toutes celles-ci ne sont que de simples conversions ordinaires. Elles avaient toutes des histoires différentes, des origines diverses, au-delà de leurs différents états et de tout ce qui va avec. Et ces 2 rangées, je crois, étaient destinées aux dames pour les avoir dans leur sac à main. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, non, à l'époque, les femmes en Australie avaient des poches dans leurs robes. Je ne sais pas pour vous, là-bas. Mais vous savez, c'est tout à fait le genre de choses qu'un fermier achèterait pour sa femme, pour sa propre protection. Maintenant, c'est du calibre 41, une grosse pièce de plomb, et de moi à vous, ça va vous tuer, n'est-ce pas? Au-dessus de l'eau, ça ne va faire que vous blesser parce que ça perd sa vitesse et son énergie très très rapidement. C'est seulement une cartouche très courte, mais c'est juste de l'autodéfense. Et si une dame avait des problèmes avec un animal ou quelque chose à l'arrière, elle le sortirait de sa poche et se débarrasserait du problème. Et ne trébucherait pas sur la carcasse, Oui, j'ai acheté une collection ce matin de... Le monsieur est décédé il y a quelques 2 ans, sa femme me l'a dit, je crois, et elle les a apportés. Je lui ai demandé ce qu'elle en voulait, et elle a proposé un chiffre, et j'ai dit, non, j'ai dit, je ne vous paierai pas cette somme, et j'ai dit, je vous donnerai $1000 de plus. Et elle n'arrivait pas à y croire, et elle a demandé, vous le ferez vraiment? Elle a répondu, je le prends. Et puis j'ai dit, oui, bien sûr, j'ai dit, ils valent bien plus que le prix que vous en demandez, c'est ça? Alors je lui ai donné 1000 de plus. Il faut bien faire ce qu'il faut pour les gens. Et on n'arrive à rien dans la vie si on ne le fait pas, je te le dis. Parce que ma femme ne se tait pas, elle va râler. Eh bien, c'est comme ça que vous avez pu construire une armurerie vraiment prospère ici en Australie, n'est-ce pas? Et vous avez été un très bon client de MDT pendant longtemps. Et nous apprécions énormément votre entreprise, mais aussi l'amitié que nous avons créée au fil des ans, vous savez. Oui, j'adore ça, j'adore venir ici. Chaque fois que je reviens ici, j'aime voir que vous y ajoutez toujours quelque chose. Oui, il y a une histoire incroyable ici. Beaucoup d'enfants viennent ici pour jeter un coup d'œil, car il y a beaucoup de jeunes intéressés par les antiquités. Je pense que tous les enfants devraient suivre une formation au maniement des armes à feu. On ne sait jamais dans quelle situation ils pourraient se retrouver durant leur jeunesse et leur adolescence. S'ils tombent sur une arme quelque part, ils doivent savoir comment réagir et ils doivent connaître les aspects de sécurité liés à une arme à feu. Sans faire de politique, vous savez, les gens au pouvoir ne comprennent pas. Oui, ils pensent juste que les armes sont une mauvaise chose, alors qu'elles ne le sont pas. Autrefois, vous savez, il fallait en avoir une. C'était un outil. C'était un outil. Ouais, et ça dépendait entièrement de qui les utilisait. Oui. Alors, les personnes qui sont au pouvoir, qu'est-ce que vous aimeriez le plus qu'elles comprennent? Principalement le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire, n'est-ce pas? Dans l'histoire de ce pays, vous savez, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la Première, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, partout, n'est-ce pas? Et comment ces armes ont protégé ce pays et les moyens de subsistance de ses habitants.
Et, je suis partial car je possède un magasin d'armes, n'est-ce pas? Et à part ça, nous devons absolument enseigner à tous nos jeunes comment manipuler une arme parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Personne ne le fait. Oui, c'est une bonne remarque. Eh bien, si jamais vous êtes en Australie et que vous êtes au Queensland, plus précisément à Margate, qui est au nord de Brisbane, passez chez Cleaver Firearms et vous pourrez jeter un œil à la chambre froide. Tony est souvent là. Et en plus de la chambre froide, il y a tellement d'autres choses à découvrir. Donc, c'est vraiment un magasin incontournable si vous êtes passionné d'armes à feu. J'adore venir ici à chaque fois. Oh, merci. Oui. C'est difficile de comprendre ce que tu dis parfois à cause de l'accent. Je fais tout mon possible.